Gladys Diblin, bonjour. Bienvenue Bonjour sur le Julien. podcast Secret d'entraîneur. Merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, donc je m'appelle Gladys, je suis nutritionniste du sport et naturopathe. Je m'occupe de l'alimentation et de l'hygiène de vie des sportifs professionnels. Et on travaille ensemble sur tous les aspects de l'hygiène de vie, donc l'alimentation, le comportement alimentaire, l'hydratation, la récupération, le sommeil, etc. Afin de répondre à des objectifs précis ou encore d'améliorer de façon générale les performances sportives. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu prends en charge des sportifs au quotidien ? Alors déjà, j'ai des sportifs de toute discipline et de tout niveau aussi, bien que j'ai en majorité plus de footballeurs professionnels quand même. Et donc les prises en charge se font généralement de façon individuelle, dans le sens où je les prends en charge sur leur alimentation, leur hygiène de vie. Ils viennent me consulter et on fait un travail ensemble qui peut durer plus ou moins longtemps. Il y a des sportifs que je suis depuis des mois, voire des années, d'autres sportifs qui viennent juste me consulter pour faire des bilans. Et on travaille petit à petit sur tous les thèmes donc, que je t'ai cités auparavant, l'alimentation, l'hygiène de vie, la récupération, le sommeil, etc., pour atteindre des objectifs qui se sont fixés ou tout simplement pour optimiser de façon générale leur performance et répondre à leurs besoins de sportifs. Okay. Et quand tu le prends en charge, donc tu me parles d'une prise en charge holistique, est-ce que c'est le club qui te l'envoie ? Est-ce que c'est les sportifs ? Et pourquoi est-ce qu'un club va se tourner vers un nutritionniste qui a cette prise en charge holistique plutôt qu'un un nutritionniste qui a une prise en charge classique avec la liste de repas et puis on s'arrête là ? C'est pas forcément toujours le club qui m'envoie les sportifs. Ça peut être des démarches totalement personnelles que le sportif, en fait, malgré qu'il y a quand même de plus en plus de nutritionnistes qui sont présents dans les clubs, les prises en charge restent collectives. Il y a très peu de prises en charge individuelles. Donc les sportifs qui ont envie de pousser, d'avoir beaucoup plus de détails et une prise en charge qui est vraiment adaptée à ce qu'ils font et à eux, viennent voir justement des professionnels de santé et de nutrition en dehors du club. Ça peut être aussi des recommandations de professionnels du sport comme des coachs, des préparateurs physiques, des agents aussi beaucoup qui envoient leurs sportifs vers différents professionnels. Pourquoi holistique ? Parce que déjà, quel est ce terme ? Ça veut vraiment dire de prendre en charge la personne dans son ensemble, c'est-à-dire dans sa physiologie, mais aussi dans sa personnalité, dans ses besoins, dans ses goûts, dans ses expériences, etc. Et pourquoi c'est important pour moi ? En fait, je me suis rendu compte, notamment lors de mon expérience à Montréal, où je suis restée à peu près 1 an à l'Impact de Montréal, au club de soccer, et où je me suis rendu compte que l'alimentation était très bonne à prendre en charge, c'est-à-dire que les sportifs venaient avec des objectifs nutritionnels, mais que si on laissait à côté de ça d'autres domaines, comme par exemple le sommeil, la récupération, on n'atteignait pas vraiment les objectifs comme on le souhaitait. Et donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes expériences et des prises en charge avec les sportifs que tout est lié et qu'on ne peut pas dissocier, par exemple, le corps de l'esprit, que ça fait que un, finalement. Et donc, pour atteindre des objectifs, il est vraiment important de considérer tout ça. Je vais donner un exemple. Si quelqu'un, par exemple, vient pour une perte de poids, certes, sûrement, l'alimentation sera le plus gros travail à réaliser, mais ce qui est super important à prendre en compte aussi, c'est comment la personne dort, parce que si la personne a un mauvais sommeil, cela peut tout à fait venir impacter la perte de poids, la récupération, mais aussi son comportement face à l'alimentation, ses expériences, ses systèmes de protection, ses émotions, son anxiété, etc. Et c'est vrai que si on laisse tout ça de côté, la prise en charge ne peut pas être optimale et selon moi, les résultats ne peuvent pas être probants sur du long terme. Donc c'est vraiment important de considérer la personne dans tout ce qu'elle se constitue. Je ne sais pas si c'est très français ce que je raconte. Oui, on comprend bien. Tout ce qu'elle est constituée, plutôt.
Et donc, de permettre une prise en charge la plus globale possible. Et puis, ça peut aussi entraîner un changement de vision des choses aussi, dans le sens où, pour moi, c'est quand même très réducteur de parler que d'alimentation, parce que quand on a envie de faire un changement sur soi et sur ses habitudes d'hygiène de vie, c'est bien de prendre conscience aussi de certaines choses, ce qui se passe à l'intérieur, comment on a envie d'être à l'extérieur, ce qui nous motive, etc. Et donc, plutôt que de donner un régime à mettre en place au quotidien, et puis basta, ça s'arrête là, c'est bien d'élargir tout ce qu'il y a autour et de se poser les bonnes questions, surtout pour être un maximum bien dans un équilibre finalement intérieur. Hein. J'appelle ça un peu une écologie personnelle. Voilà. J'aime bien la formule. Donc, si je résume assez brièvement, tu vas chercher via une anamnèse à trouver les points défaillants, si on peut dire, chez ton athlète ou chez ton patient, pour agir dessus et améliorer sa qualité de vie générale, que ce soit via l'alimentation, le sommeil, l'hygiène de vie de manière générale. C'est bien ça ? Tout à fait. Chez les sportifs, quel est le plus gros problème que tu rencontres ? Est-ce que c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est quoi ? Non, je dirais quand même... Comment ? Peut-être l'émotionnel ? Alors, c'est vrai que même si on aborde tous les sujets, il y a des sujets dans lesquels je ne rentre pas dans le détail. Tu vois, si par exemple, je vois qu'il y a des soucis au niveau émotionnel, on va en parler, on va essayer de mettre en place des petites méthodes, mais je vais vite orienter vers un professionnel adapté en cette discipline, forcément. Mais en effet, je dirais quand même l'alimentation, je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai que... En France, notamment, je trouve qu'on est, en tout cas avec les expériences que j'ai accumulées, je trouve qu'on est encore en retard à ce sujet, dans le sens où il y a des pays où on est bien plus sensibilisé à avoir une bonne alimentation qui répond à ses besoins. Je vois mes sportifs qui sont en Angleterre, en Allemagne par exemple. Eux, ils sont bien plus sensibilisés que mes sportifs en France, où on commence tout doucement à prendre conscience que l'alimentation a un impact sur sa santé et sur les performances. Donc l'alimentation est le plus gros travail à réaliser, je pense. On a beaucoup de sportifs qui n'ont pas une alimentation équilibrée, hein, forcément. On pense encore que parce qu'on est fit et qu'on n'a pas beaucoup de pourcentage de masse grasse, on n'a pas besoin de faire attention à l'alimentation, alors que c'est bien plus poussé et détaillé que ça. Mais après, c'est vrai que c'est un tout. Il y a rarement des prises en charge qui vont se baser uniquement sur l'alimentation. Il y aura toujours des conseils sur le sommeil, sur le stress, le comportement, la récupération. Oui. Ok, non, super intéressant parce que c'est vrai qu'on se bat dans certains sports. Alors moi, je viens des sports de combat et on a cette croyance que si on a les abdos, c'est bon. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Et j'ai un athlète qui se mange des kebabs avant ses combats, quoi. Ah ouais. Et il me dit, je comprends pas, je suis pas bien. Et ça fait 3 ans, 4 ans, que je lui dis, non, mais il faudrait arrêter, on va mettre en place... Rien à faire. Donc je te l'enverrai sûrement. Mais parce qu'il me dit, non, mais je me sens bien, ça me permet de me recharger, alors que pas du tout, quoi. Ouais. Et bref, ton accompagnement, il se passe comment ? Est-ce que tu vois les gens une fois par mois, une fois par semaine ? Est-ce que tu évolues ? Parce que je sais que tu travailles pas mal à distance, justement, tu nous disais, avec des athlètes dans l'Europe et même le monde entier. Comment est-ce que tu fais pour échanger avec eux et, je vais dire, contrôler, voir si tout a été fait, tout a été mis en place ou pas ? C'est vrai que déjà, c'est important pour toute prise en charge que le sportif soit acteur de son projet. Dans le sens où... Alors bien évidemment, je m'adapte toujours à la personnalité du sportif parce qu'il y a des sportifs qui sont très autonomes, très matures, qui vont mettre en place les choses que je vais leur donner de façon très carrée, rigoureuse. Et il y a des sportifs qui ont besoin de beaucoup plus de coaching que je sois derrière eux. Donc ça, je m'adapte. Mais après, c'est vrai que la prise en charge, que ce soit d'ailleurs de mon côté ou de leur côté, doit se baser sur la confiance. Donc dans tous les cas, je n'ai pas à vérifier ce qu'ils font. Hein. Pour moi, je leur donne les conseils.
C'est ce que je leur dis souvent, je vous donne la clé, mais il n'y a que vous qui pouvez ouvrir la porte. Donc je leur donne les conseils. S'ils arrivent à les mettre en place, c'est bien. Sinon, ils peuvent revenir vers moi pour qu'on ajuste. Mais je ne suis pas derrière eux tout le temps à vérifier ce qu'ils font. Après, c'est vrai que les prises en charge, elles sont totalement adaptables, personnalisables, je vais dire, dans le sens où j'ai des sportifs que je vais avoir en consultation, par exemple, 1 fois par mois. J'ai des sportifs que je vais envoyer des menus toutes les semaines. Donc, c'est-à-dire que je réalise des menus toutes les semaines que je peux envoyer au chef cuisinier, par exemple, et qui va réaliser les menus que je leur conseille. Il y a des sportifs que je vais voir 1 fois tous les 3 mois. D'autres, ça va être 2 fois dans la saison pour faire un check-up. C'est très adaptable en fonction de chacun, surtout de la personnalité, des objectifs. Je vois que, par exemple, les sportifs qui sont très autonomes, très matures, on fait généralement un bilan en début de saison et on se revoit s'il y a des questions. Mais généralement, il n'y a pas besoin de faire un suivi très poussé. Et puis, il y en a d'autres, voilà. Généralement aussi, ça dépend quand c'est des sportifs qui sont déjà sensibilisés ou non. Les jeunes sportifs, notamment, c'est des sportifs que j'essaye de suivre un peu plus régulièrement parce qu'il y a une histoire de sensibilisation, d'éducation aussi sur ces thèmes derrière tout ça. Et donc, avant de leur apprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin réellement pour eux, je leur apprends pourquoi c'est déjà important. Donc, c'est vrai que ça dépend. Et puis, il y a des sportifs que je vois en présentiel. Et c'est vrai que la plupart du temps, ça reste en visio. Parce que, comme je te le disais, ils sont partout en France, en Europe. Du coup, c'est plus facile et pour eux et pour moi de les suivre en visio. Et pour l'instant, ça se passe très, très bien. Ouais, c'est vrai qu'en Nutri, c'est quand même plus facile de suivre les gens en visio que sur de l'entraînement. Ouais. Tout à fait, je suis bien d'accord. Donner un cours de natation en visio, je ne suis pas sûr que ce soit bien. On peut tester, je suis sûr qu'il y en a qui le font, mais je ne suis pas convaincu. Tu parlais de jeunes. Comment est-ce que tu interviens auprès de jeunes, plus en tant que conseillère, ou vraiment tu donnes des menus? Est-ce que tu interviens via les parents? Comment ça se passe tout ça? Alors c'est vrai que les jeunes sportifs, ce qui est donc important, c'est que les parents soient demandeurs, bien sûr, parce que c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel, on va dire. Donc généralement, c'est vrai qu'ils viennent vers moi via leurs parents. Les parents peuvent me contacter. Les agents peuvent aussi les faire se diriger, les orienter vers moi. Et puis, et donc, généralement, il y a toujours, en premier lieu, un bilan avec les parents et avec le joueur. Comme il y a des sportifs, quelquefois, qui rentrent chez leurs parents, donc c'est important que les parents soient aussi dans le même chemin et dans les mêmes conseils que je vais donner aux sportifs, parce que l'alimentation commence à la maison, bien sûr. Généralement, les habitudes nutritionnelles d'un jeune joueur, c'est les habitudes que ses parents lui ont transmises durant toute son enfance. Donc, c'est important quand même de sensibiliser un maximum les parents aussi sur ça. Et puis aussi, donc, il y a beaucoup d'éducation nutritionnelle, du coup, d'hygiène de vie. Mais quand c'est un sportif qui est au centre de formation, c'est vrai que c'est pas moi qui vais décider pour lui ou pour le centre ce qu'il va manger, puisque c'est déjà proposé. Donc, dans ces cas-là, j'essaye de les sensibiliser un maximum sur les choix alimentaires à faire, pourquoi c'est important. Donc, s'ils sont, par exemple, dans un centre de formation qui propose un buffet ou plusieurs plats, je vais essayer de les orienter vers les aliments les plus bénéfiques pour eux. Et puis, les sensibiliser aussi, parce que ça arrive très souvent, les sportifs qui me disent « Ah ouais, mais c'était pas bon à la cantine, du coup j'ai été m'acheter quelque chose à côté », soit au kebab du coin, soit au supermarché. Et donc là, j'essaye de les sensibiliser un maximum là-dessus, parce que la plupart du temps, ils se tournent vers des aliments qui ne sont pas du tout bénéfiques pour eux. J'ai un sportif qui me disait il y a quelques semaines qu'il s'orientait il s'achetait 2-3 paquets de gâteaux quand il mangeait pas assez le soir. Donc, on est vraiment là sur de la sensibilisation. Pourquoi il faut pas que tu fasses ça et qu'est-ce qu'il faut que tu prennes à la place. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'éducation nutritionnelle avant de leur dire réellement, OK, tu dois manger ça à telle heure, etc. Et puis généralement ensuite, quand ils évoluent dans leur carrière, la plupart du temps, après centre de formation, ils prennent un appartement, par exemple. Donc là, le travail est beaucoup plus poussé et je leur apprends
bien évidemment à comment mettre en place une alimentation, une hygiène de vie propice à la maison. Mais c'est vrai que plus on commence tôt sur l'éducation et la sensibilisation, plus c'est facile pour eux. Et puis, plus aussi, ils arrivent très vite à mettre en place les choses et à performer et ne rien laisser au hasard, je dirais. Il y a souvent une histoire que je raconte comme ça quand je fais des conférences, par exemple, où, alors je prends l'exemple bien sûr de ce sportif, parce qu'en plus, selon moi, c'est un très bon exemple. C'est Kylian Mbappé, qui a été le plus jeune joueur à demander un plan nutritionnel quand il était à Monaco. À 15 ans, il a été voir la nutritionniste de l'équipe professionnelle pour lui dire « Moi, j'ai besoin d'un plan ». Alors que, clairement, personne ne lui avait jamais rien dit sur l'alimentation. Et donc, c'est vrai que le fait qu'il soit sensibilisé très jeune fait que très jeune, il arrive à mettre les choses en place. Et donc, forcément que les résultats sont là plus rapidement et sur du long terme. Alors justement, par rapport à l'âge, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont une influence sur la nutrition? Parce qu'on voit de plus en plus d'influenceurs dans le milieu du fitness qui ont un impact énorme sur les ados d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ces influenceurs-là n'ont pas une influence positive sur l'entraînement peut-être, mais aussi sur la nutrition et le suivi en nutrition? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? C'est sûr, bien sûr que... plus les personnes vont parler de l'importance et de l'impact de l'hygiène de vie sur les performances, mais aussi sur la santé finalement, parce que ça touche les sportifs, mais pas que, ça touche aussi toutes les populations. Forcément, plus il va y avoir de sensibilisation, mieux ce sera, je dirais, puisque les gens vont prendre de plus en plus conscience de cette importance. Après, je pense qu'il y a ses limites aussi, parce que ça peut faire partie d'ailleurs d'une idée reçue où ok, moi j'ai mis en place certaines choses dans mon alimentation, ça marche, donc je vais te vendre la même et ça va marcher pour toi. Ce qui n'est pas trop le cas. Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment considérer toujours l'individu même avant le sportif, comme je te disais, dans sa physiologie, dans ses besoins, dans ses objectifs, ce qui va marcher pour lui ou non. Et donc, toujours adapter vraiment les conseils en fonction de chacun. Donc, je pense que ça peut être très positif dans un premier temps, voilà, mais que pas parce que mon voisin va faire ça que tout le monde doit le faire et que ça va marcher aussi. C'est important, je pense, de prendre du recul par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on est un peu assailli de conseils. On en entend partout, que ce soit les influenceurs qui disent comment ils mangent, que ce soit à la salle de sport, lui, il dit « moi, je mange ça », l'autre, il mange autre chose. J'entends même, je suis à la salle de sport personnellement, il y a des coachs sportifs qui font des conseils à leurs clients. Et j'entends la dernière fois justement qu'il y a un coach sportif qui dit à une dame de manger 500 grammes de fromage blanc 0% après un effort. Et donc forcément, là, je me dis, ça a ses limites. Parce que, j'interviens pas, je peux pas me permettre d'intervenir. La pauvre. Mais en effet, il y a des idées reçues comme ça sur lesquelles il faut faire attention, sur les conseils qu'on donne, parce que les gens peuvent le prendre à la lettre et ça peut pas être forcément bénéfique pour eux. Donc, à faire attention quand même. Puis il y a de plus en plus de podcasts, de livres, d'articles, voilà. Donc, je pense que c'est bien de s'y intéresser, c'est bien d'y être sensibilisé, mais ne pas hésiter en tout cas à se tourner vers des professionnels de la santé, à chercher, dans des supports scientifiques, etc., ce dont on a besoin, tester les choses, et puis, agir en fonction de tout ça, mais pas faire tout et n'importe quoi non plus. Alors, c'est vrai que ton profil m'intéressait bien parce que tu as la casquette nutritionniste et naturopathe. Oui. C'est deux approches totalement différentes. Enfin, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais pour avoir un petit peu d'expérience là-dedans, on voit vraiment... J'espère qu'il ne va pas passer à travers. Pour avoir un petit peu... m'être renseigné en tout cas sur les deux versions, on voit qu'il y a des oppositions absolument extrêmes. Je pense, on regarde l'exemple du fromage blanc avec le lait de vache, inflammatoire, pas inflammatoire, gros point d'interrogation, en tout cas de mon côté, peut-être que tu vas nous éclairer, mais sur beaucoup d'autres choses, sur l'espace entre les repas, les jeûnes intermittents, les choses comme ça. Comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça? Ça m'intéresse de savoir un petit peu ton positionnement.
C'est une bonne question parce qu'en effet, je te rejoins bien sur le sujet. C'est vrai que donc moi, j'ai fait un bachelor en nutrition du sport. Donc, on apprend vraiment les bases et les choses spécifiques de l'alimentation de toutes les populations et notamment du sportif. On nous sensibilise aussi sur la naturopathie parce que c'est d'ailleurs lors de mon bachelor que j'ai eu un cours de naturopathie qui m'a donné envie ensuite de continuer. Donc, c'est vrai que c'était assez riche. Et ensuite, donc moi, c'est notamment aussi quand j'ai eu mon expérience à Montréal où là, je me suis rendu compte que j'avais pas que envie d'être sur la nutrition pure, que j'avais envie d'élargir. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas la naturopathie ? Donc, j'ai entrepris des études de naturopathie ensuite, où là, je me suis rendu compte, en effet, que, et dans la discipline, et dans les divers, dans les divers enseignements qu'on a reçus lors de ces études-là, qu'il y avait en effet des divergences par rapport à ce que j'avais pu entendre ou apprendre auparavant dans mes études. Comment je me positionne par rapport à ça ? En fait, moi, j'ai pas fait... On va pas dire que j'ai entrepris des études de naturopathie pour être totalement naturopathe. Et voilà, en fait, je me suis posé beaucoup de questions et j'avais vraiment envie d'apporter un plus. Donc, ce que je fais, c'est que, en fonction aussi, forcément, de mes croyances, en fonction de mes expériences, je pioche dans ce que j'ai envie de prendre ou non. Et je pense que c'est important, en tout cas selon moi, de se positionner un peu de façon, j'allais dire, objective. Est-ce que l'objectivité existe ? Je ne sais pas, mais en tout cas, de ne pas être extrême dans un endroit ou dans un autre, tu vois. Et là, la naturopathie, il y a des choses qui peuvent être très extrêmes dans la naturopathie avec lesquelles je n'ai pas envie de travailler. Donc, je pioche un peu dans la naturopathie parce que c'est vrai qu'on apprend énormément de choses, énormément de méthodes par rapport à plein de choses. Et moi, ce que je fais, c'est que je pioche un petit peu dans les choses qui me parlent, qui marchent, que j'ai expérimentées moi-même et avec les sportifs. Donc, que ce soit par exemple au niveau de toute l'hygiène de vie, hein, ça c'est quand même des bases essentielles, le sommeil, la respiration, les soins du corps, l'utilisation des plantes, des huiles essentielles qui sont aujourd'hui des choses où on n'entend pas vraiment parler, quoi. C'est un peu de côté, donc ça m'a permis vraiment de pouvoir expérimenter, pousser mes connaissances là-dessus. Et puis... Voilà, par exemple, les massages, la relaxation. Enfin, ça, c'est des choses qu'on apprend, peut-être où on parle un petit peu en nutrition, en bachelor, mais pas de façon poussée. Donc, je vais les utiliser. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres méthodes de naturopathie que je n'utilise pas et que je n'ai pas envie d'utiliser. Donc, pour moi, voilà, c'est vraiment voilà, réunir les choses dans lesquelles je crois, que j'ai expérimentées, en nutrition, en naturopathie, et les utiliser en fonction de chacun. Super approche. J'ai bien fait de t'inviter. Non, parce que j'ai du mal avec les gens qui sont enfermés dans un seul modèle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a du bon partout, du mauvais partout, et qu'il faut faire son tri. Après, on se fait son idée, hein, on n'a pas toujours tort ou toujours raison, mais je pense qu'il y a un peu de bon partout dans chaque méthode. Donc c'est pour ça que j'aime bien ta vision. Je la partage entièrement, et en prépa physique et en entraînement, on a un peu le même style de choses avec des écoles différentes, un peu comme la nutrition traditionnelle et la naturo. Et en fait, il faut savoir s'abreuver de chaque chose et de le digérer, de le ressortir à sa façon, avec sa personnalité. Tout à fait. Donc j'aime beaucoup. C'est un milieu, en plus, la naturopathie et l'alimentation de manière générale, où il y a beaucoup d'idées reçues. La naturopathie, on entend un petit peu ces problèmes de sectes, de dérives. Donc, Première question provoque, est-ce que tu as déjà fait des rituels chamaniques ? Des rituels ? Non, j'ai pas fait de rituels. Non. Parce que je connais quelqu'un qui fait de la naturo qui m'a parlé de ça dans sa formation. Il y avait des trucs comme ça, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Okay. Non, et plus sérieusement, qu'est-ce que tu conseilles aux gens, même si tu l'as un petit peu dit, mais qu'est-ce que tu conseilles pour éviter ces idées reçues ? Et comment est-ce que toi, à ton échelle, tu fais pour passer outre ça ? Alors c'est vrai que j'essaye un petit peu par rapport aux idées reçues qui peuvent se présenter par rapport à l'alimentation, même à la naturopathie d'ailleurs. J'essaie un maximum aussi de me baser vers des recherches scientifiques, hein, aussi, même si la science ne fait pas tout selon moi.
c'est quand même important d'avoir une base scientifique. Au niveau de la naturopathie, il y a énormément d'idées reçues. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes aussi qui, j'allais dire, qui font des choses, qui mettent en lumière des choses qu'ils font personnellement et avec lesquelles on est tous associés, alors que je tiens bien à faire le distinguo par rapport à ça. On n'est pas tous pareils. Je pense en fait que... Enfin, je dirais le travail aussi avec un thérapeute, c'est aussi... Alors, malgré les connaissances et l'expérience du thérapeute, c'est aussi la personnalité. C'est-à-dire que, selon moi, on choisit aussi un thérapeute selon comment il est dans sa personne et pas forcément aussi que parce qu'il est... de par ses connaissances. Voilà. Ensuite, par rapport aux idées reçues, donc c'est vrai que j'essaye un maximum de sensibiliser les gens sur certaines idées reçues, et notamment quand je les ai en consultation, parce que j'interviens en individuel, mais aussi en collectif. Donc je fais des conférences, des cours, etc. Donc là, par exemple, je pourrais balancer une liste d'idées reçues que je reçois beaucoup en consultation, où je leur dis non, il faut pas faire ça, par exemple. Mais c'est vrai que la première, en tout cas, idée reçue sur laquelle je pense qu'il est important d'insister, c'est en effet le fait d'avoir des conseils qui soient adaptables à tous. Enfin, non, justement, des conseils qui soient mis en place par tous, tu vois. En mode, je fais ça, ça marche pour moi, donc fais ça et ça va marcher pour toi. Pas du tout. Et ça peut être le cas, tu vois, comme tu parlais du fromage blanc là, il n'y a pas de « c'est bon, c'est mauvais ». Non. Il y a, OK, ça peut représenter une acidité, par exemple, pour le système digestif et pour le corps. Comment ton corps va l'assimiler? Est-ce que tu as des sensibilités digestives ou non? Est-ce que tu as des sensibilités d'acidité? Comment est ta récupération? Est-ce que tu digères bien aussi les produits laitiers, etc. Et donc, en fonction de ça, on s'adapte. Il y a des personnes qui me disent « moi, ça marche très bien et je tiens absolument aussi à en manger, il n'y a aucun problème ». Ou encore, il y a des personnes qui vont me dire « moi, j'ai des sensibilités digestives, je vois que le lait, j'ai un peu plus de mal à le digérer ». OK, donc on va adapter, on va avoir sur d'autres produits. Tout est vraiment, en fait, adaptable à chacun. Et ça c'est important, ouais, de le dire, parce qu'il y a même il y a des questions qui reviennent souvent. OK, qu'est-ce que tu conseilles à un sportif, je sais pas, un repas type, par exemple, à un sportif? Comment te dire Bonne que chance, ça va dépendre de l'activité, enfin de la discipline. Et puis même au sein d'une même discipline sportive, les sportifs ne mangent pas tous la même chose en fonction de comment ils sont, de comment leur objectif, dans quel état ils sont, enfin plein de choses. Donc ça, c'est en tout cas des choses sur lesquelles je me dis, il peut y avoir, bien sûr qu'il y a des conseils généraux à donner à tout le monde, de bon sens, mais le reste doit être totalement personnalisé. Ok, super. C'est vrai qu'on a du mal. Moi, c'est vrai que j'ai officié en préparation physique, donc le public qu'on a nous pose souvent des questions en nutri, parce qu'ils savent qu'on a quand même un peu de formation auprès du master. Alors moi, je donne pas de conseils. Je dis, je te donne mon avis, c'est pas un conseil. Et on envoie vers une nutri. Et en fait, souvent, tu te retrouves confronté à des idées reçues, mais qui sont très, très vivaces. Et même les nutris n'arrivent pas à passer outre. C'est-à-dire que, je te dis n'importe quoi, je vois un exemple réel, hein. Un jeune juste après sa pesée, qui se mange des BN. Et je lui dis, tu sais, tu devrais peut-être éviter quand même, hein. Et je dis, t'as dit quoi la nutri? Il me dit, non, mais moi, ça me fait du bien. Ouais. Et là, tu dis, ouais, mais énergétiquement, c'est peut-être pas le mieux à aller chercher, quoi. Il me dit, mais je m'en fous, de toute façon, on dit que des conneries. Ouais. Et en fait, on a ce problème-là de, je crois quelque chose, donc ça devient une vérité, et quoi qu'on me dise, ça reste ma vérité. Et oui. Est-ce que toi, tu es confronté à ça au quotidien, et comment est-ce que tu fais quand vraiment c'est tenace? Alors, en fait, c'est vrai que, tu vois, comme je te le disais, les sportifs qui viennent à moi doivent être acteurs de leur projet, et s'ils viennent à moi, c'est parce qu'ils sont ouverts à ce que je vais leur partager. Donc, il n'y a pas de lutte, tu vois. Il n'y a pas de lutte avec les croyances des autres, parce que bien évidemment, chacun a sa vérité, de par son expérience, ses croyances, enfin tout quoi. Donc, il n'y a pas de lutte. C'est-à-dire que tu viens me voir, moi je te dis ce que j'en pense. Et tu fais ce que tu veux. Ensuite, mais généralement, je leur dis quand même, parce que bien évidemment, des fois, il y a forcément des sportifs qui peuvent mettre un petit peu au défi. OK, pourquoi, comment, t'es sûr? Donc, ce que je les invite à faire, c'est de tester,
tout simplement. Alors, pas de tester le jour de la compétition, par contre, ça jamais. Mais par exemple, de tester au cours de la saison des choses et de voir comment ça se passe, est-ce qu'ils ont des résultats positifs, est-ce que ça marche, etc. Et de toute façon, je le dis souvent et je le pense réellement, je pense que c'est bien de s'entourer de bons thérapeutes, de bons professionnels de la santé et du sport. Mais selon moi, le meilleur thérapeute pour soi, c'est soi. Parce que personne n'est à l'intérieur de toi, de ce que tu vas ressentir, des messages que ton corps t'envoie au quotidien. Et donc forcément, il n'y a que toi qui vas vraiment savoir si c'est bon pour toi ou non, malgré ce que l'on peut te dire. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, à prendre en compte. Et puis se relier, comme je le disais, se relier à son corps. Vraiment, il n'y a pas l'esprit et le corps, hein, c'est un tout. Donc écouter les messages que le corps envoie pour pouvoir adapter les conseils et l'hygiène de vie, l'alimentation à comment on est, comment on se sent. Mais voilà, la plupart du temps, en tout cas, je leur dis de tester les conseils et puis de voir, parce que moi je peux donner des conseils aussi en fonction de mes expériences, mes connaissances, mais qui peuvent ne pas forcément leur aller, hein. On doit ajuster aussi un peu au quotidien, et donc ils reviennent vers moi, ils me disent ok, ça c'est très bien, je continue, ou ça peut-être moyen, je préfère qu'on essaie autre chose, et on ajuste, et ça se déroule comme ça, ouais. Ok, bon, super. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter par rapport à la nutrition du sportif de manière générale, avant qu'on aille plus sur l'aspect gestion du poids, etc. Non, est-ce que tu veux que je te parle un petit peu des différentes idées reçues qu'il pourrait y avoir ? Carrément. Ouais. Je suis curieux. C'est des idées reçues qui sont assez bateaux en plus de ça, hein, mais qui reviennent très souvent. J'en ai encore parlé avec un sportif la semaine dernière qui tient absolument, par exemple, à son jus de fruits le matin et qui me dit « T'inquiète, c'est riche en vitamine C, c'est comme si je mangeais un fruit. » Et ça, c'est le genre de choses qui peut me faire frissonner. Pourquoi ? En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui, pour moi, c'est du bon sens, mais forcément, si on n'en a pas connaissance, on ne peut pas savoir. Mais par exemple, imaginez en tout cas qu'un jus de fruits industriel peut être la même chose que si on mangeait un fruit, c'est une hérésie totale. Pourquoi ? Parce que en fait, on extrait, donc il y a de l'extraction de jus, donc on extrait le jus d'un fruit, donc on enlève finalement donc la pulpe, la chair, qui contient beaucoup de micronutriments, hein, beaucoup de fibres aussi, qu'on vient ensuite pasteuriser. Donc la pasteurisation, c'est une méthode de conservation avec le chauffage. On peut chauffer jusqu'à 100 degrés un aliment. Donc avec par exemple des minéraux et des vitamines qui sont très sensibles de façon générale et encore plus à la chaleur, on se doute bien que quand on a le jus à la fin, il n'y a absolument plus rien dedans. Donc quand il y a la mention riche en vitamine C ou je ne sais pas quoi, c'est des vitamines C de synthèse qui sont ajoutées en plus par exemple au jus. Et donc bien sûr, non, ce n'est pas du tout comme si on mangeait un fruit. Parce qu'il y a donc la dimension nutritionnelle, donc en effet, le produit ne va pas du tout contenir la même chose. Il y a aussi le fait que quand on mange un aliment, en fait, il y a une harmonie. Je vais utiliser le mot harmonie. Je ne sais pas s'il y a autre chose qui me vient, mais c'est une harmonie, une synchronicité envers tous les nutriments ensemble qui font que le produit est bien. C'est pas forcément un produit, il est riche en ça, donc c'est bon. Non, c'est tout en fait un mélange de micronutriments et de nutriments qui font que le produit peut être bénéfique pour la santé et pour les performances. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis aussi, dans un jus, pour terminer, le fait de boire et le fait de mastiquer, de manger, c'est totalement différent. Parce que quand on mange quelque chose, donc on induit donc une mastication, on mâche, et donc là, ça induit une digestion autre que le fait de se remplir par un liquide qui va être très vite assimilable par le corps. Donc, par exemple, c'est vrai que même si tous les conseils doivent être personnalisés, le jus de fruits, pour moi, n'a pas grand intérêt dans l'alimentation de toute personne, d'ailleurs, et même de sportifs. C'est mieux de manger des fruits entiers plutôt qu'un jus. Voilà, c'est une idée reçue, par exemple, qui revient souvent.
Il y a une autre idée reçue à laquelle je suis beaucoup confrontée, c'est un peu, il y a des aliments qui font maigrir et des aliments qui font grossir. Ça aussi, c'est totalement faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aliments qui font grossir ni maigrir. Il y a des aliments qui apportent des calories et qui participent ou non aux besoins du corps et au maintien d'un poids santé aussi. Donc c'est vraiment l'excès de certains aliments, donc l'excès énergétique finalement, qui va induire si on grossit ou au contraire maigrir si on consomme peu d'énergie, on va dire. Donc ça, c'est vrai que c'est important aussi. Et puis c'est aussi la nature de l'aliment. Ça me fait penser à cette notion de calories, qui pour moi est une notion qui peut avoir son importance à un certain moment, mais qui ne doit pas être la plus importante dans une prise en charge nutritionnelle. Moi, personnellement, je ne calcule pas les calories des sportifs. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça veut tout et rien dire. Dans le sens où c'est bien de pouvoir se positionner, mais par exemple, c'est un exemple que j'utilise beaucoup en conférence notamment. Tu prends une pomme et tu prends une cuillère de pâte à tartiner au chocolat industriel, par exemple. Ça va être deux choses qui vont avoir le même nombre de calories et qui pourtant, il y en a un qui va apporter sucre, acide gras, généralement pas de très bonne qualité, donc matière grasse, et l'autre, la pomme en l'occurrence, qui va apporter beaucoup de micronutriments, par exemple, des vitamines, des fibres, des glucides de bonne qualité, etc. Et donc en fait, c'est cette histoire de je mange le même nombre de calories, mais en fait, la nature de l'aliment est totalement différente. Et c'est sur ça qu'on doit aussi beaucoup jouer en alimentation. C'est la qualité, surtout, de l'alimentation, plutôt que la quantité énergétique que l'on va apporter à son corps. Ça, c'est important. Et c'est un peu cette notion de calories vides, où justement, on essaye d'éviter un maximum les aliments qui présentent des calories vides, c'est-à-dire sans micronutriments, sans nutriments qualitatifs et essentiels pour le corps. D'où les fast-foods. Exact. Ouais. Non, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est vraiment... C'est mon avis, je ne suis pas nutritionniste, je le rappelle. C'est essayer d'avoir une alimentation la moins industrielle possible. Exactement. Avec une balance de macro et micronutriments la mieux gérée. Bien sûr. Par curiosité, quelle balance tu préconises pour un sportif lambda ? Si on peut donner un conseil un peu générique, 60-20-20 ? 60-20-20 par rapport aux macronutriments ? Ouais. Ça dépend des sportifs. Ça dépend des sportifs. Donc, tu parles quoi ? 60 glucides, 20 protéines, 20 acides gras essentiels ? Ouais, ça dépend. Ça peut même être 50, 25-25 ou 50-20-30. Ça dépend. Ça dépend parce que, tu vois, on apprend théoriquement, par exemple, que... je te donne un exemple très concret, que, par exemple, les glucides complexes sont très importants avant une course, par exemple. Donc, on apprend ça. Donc, moi, par exemple, je crois que c'est un des premiers sportifs que j'ai eu quand j'ai créé mon entreprise, qui faisait du trail et qui vient me voir pour un marathon et qui me dit, bon, ça fait 20 ans que je fais de la course, mais j'aimerais bien être un peu aiguillé. OK. Je vois que dans son alimentation, en tout cas, son alimentation avant la course et les jours avant, il n'y a pas de glucides. Pas de féculents notamment. Et je me dis, attends, c'est pas ce que j'ai appris. Moi, il faut remplir ses stocks en glycogène. Il a besoin d'avoir des glucides pour avoir de l'énergie lors de l'effort. Donc je lui dis, il me dit, non, moi je suis pas trop glucides, enfin je suis pas trop féculent. Je lui dis, si, il faut augmenter un peu les féculents. Et là, il y en a quasi pas. Donc si, augmenter avec des féculents de qualité. Donc je crois que je lui avais donné un petit peu, je lui avais conseillé du quinoa, enfin des choses qui digéraient bien, etc. Et il est revenu vers moi après la course et il m'a dit c'est la première fois que je suis aussi peu performant. Et là, je lui dis mince. Ok, bon, bah alors c'est moi, hein, c'est moi qui t'ai dit de mettre des féculents. Je savais que tu n'avais pas l'habitude de le faire. Et il m'a dit en effet, c'est venu totalement me casser, j'avais beaucoup moins d'énergie. Et donc, en fait, là, je me suis rendu compte, je me suis dit, OK, ce que j'ai appris en théorie, bah, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, son corps avait l'habitude de fonctionner comme ça. Et donc, il était beaucoup plus performant sans glucides. Voilà. Enfin, sans féculents, en tout cas. Parce que pas sans glucides.
Donc, tu vois, c'est un exemple, en fait, pour dire que, voilà, de façon générale, il peut y avoir, en effet, des proportions à respecter, mais que pas valable pour tout le monde, finalement. Ok. Donc, on en revient toujours à la même chose. Pas de conseils généraux. C'est un peu ça. J'ai essayé de t'avoir, je parlais. Je plaisante. Ouais, la nutrition, là, tu parlais de l'impact de la nutrition sur la performance. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus de manière générale? Parce que c'est vrai qu'on pense souvent à l'entraînement visible, mais il y a la partie entraînement invisible, oui. repos, nutrition, qui ont un impact au moins aussi important, à mon sens, sur la performance finale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vois la nutrition agir sur les performances? Là, tu nous as parlé de manière négative, de manière positive, sur la récupération. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est sûr que je te rejoins parfaitement sur l'importance de la préparation invisible. C'est sur ça que je travaille au quotidien et je vois plus le temps avance qu'en effet, la préparation invisible a un énorme impact sur les performances, sur l'énergie, sur la santé des sportifs. L'alimentation, elle vient forcément avoir un impact et sur les capacités physiques, mais aussi sur les capacités cognitives. Dans un premier temps, on peut dire déjà que l'alimentation, c'est le carburant de chacun. Un peu l'essence que l'on met dans une voiture. Elle vient forcément couvrir les besoins énergétiques que les sportifs ont de par leur activité. Donc en effet, si tu manges pas assez ou pas correctement, tu vas pas avoir l'énergie nécessaire pour l'effort. C'est déjà bateau, mais c'est comme ça. Donc elle vient vraiment préparer l'organisme à l'effort, que ce soit pour un entraînement, pour une compétition, mais aussi, elle permet aussi de bien récupérer. L'alimentation a un grand rôle dans la récupération, de par le fait que, bien évidemment, l'effort sportif va entraîner, par exemple, des pertes, des altérations, entre guillemets, de l'organisme, comme l'altération de fibres musculaires, par exemple, des pertes en eau, etc. On puise dans les stocks en glycogène, comme je l'expliquais. Et donc, du coup, l'alimentation, elle est super importante dans ces domaines-là, dans ces parties-là, où il faut en effet restituer les stocks en glycogène. Il faut pouvoir permettre un renouvellement cellulaire, diminuer l'acidité qui a été produite par l'effort. Donc, c'est tout ça. En post-effort, ça permet vraiment d'aider à la récupération. L'hydratation aussi, parce que l'effort entraîne une perte en eau qui est importante. Et donc, l'hydratation doit être... c'est un des premiers piliers que le sportif doit respecter, l'hydratation. Pourquoi ? Parce qu'elle peut très rapidement avoir des impacts sur la performance. En termes de chiffres, on parle de 1% de déshydratation est égal à 10% de perte cognitive et physique. Et généralement, on ressent la soif vers 2% de déshydratation. Donc ça veut dire que quand on ressent la soif, on est déjà peut-être à 20% de perte cognitive et physique sans s'en rendre compte. Et puis les sportifs me disent des fois, de temps en temps, ah oui, j'étais pas bien, j'arrivais un peu moins à me concentrer, je sentais que j'étais un peu brouillon. Je lui dis, cherche pas. À mon avis, c'est que t'étais pas hydraté, pas assez hydraté. Bon, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est souvent ça. Donc c'est vrai que l'hydratation aussi est très importante par rapport à ça. Et puis de répondre aussi aux besoins fondamentaux du corps, parce que le corps a des besoins en termes de micronutriments, nutriments qui sont essentiels à respecter. Et il y a aussi l'impact donc sur les capacités cognitives. Il y a énormément de nouvelles études qui ont été présentées ces derniers temps sur l'impact de l'alimentation sur le cerveau, notamment. On a vu que donc il y a eu plein de choses qui ont été démontrées. On a vu par exemple qu'un manque de nutriments essentiels et un excès de malbouffe pouvait entraîner une mémoire défectueuse. On a vu aussi que si le cerveau était en carence, ou le corps en tout cas en carence de certains nutriments, comme par exemple des acides gras essentiels, les oméga 3, on entend beaucoup parler, ça pouvait tout à fait avoir des impacts négatifs sur le cerveau. Et à contrario, en avoir suffisamment dans son alimentation permet d'avoir justement un système cérébral aussi plus performant. Il y a eu des études aussi qui ont été démontrées là, ces derniers temps que j'ai vues
avec le professeur qui s'appelle Soo-Young Park à l'université de Lübeck en Allemagne, qui ont démontré que l'alimentation avait un grand rôle dans la prise de décision, donc dans le fait de prendre une décision, mais aussi dans la nature de la décision prise. Et donc ça, c'est des choses, on se dit, incroyables. L'alimentation, décision, enfin, on n'imagine pas qu'il peut y avoir une corrélation entre, alors que pourtant si. Et pour un sportif, c'est super important, parce que le sportif, il a besoin, comme je disais, de répondre à tous ses besoins physiques sur le terrain, mais il a aussi besoin de prendre des décisions au bon moment pour justement évoluer dans sa carrière sportive, être performant et faire les bonnes actions, je dirais. Donc ça, c'est très important. Et puis même au niveau de la flore intestinale, des neurones, du comportement, de ce qu'on ressent, de l'agressivité aussi. Il y a eu une étude qui a été faite donc, dans des centres pénitentiaires, justement avec des prisonniers qui ont été supplémentés en vitamines et en minéraux sur du long terme. Et ils ont vu que l'agressivité avait chuté suite à cette supplémentation-là. Donc on voit réellement au quotidien que ça a un impact. Ça peut avoir un impact négatif autant que positif sur les performances physiques, mais aussi sur les performances cognitives. Donc tout est à prendre en compte. C'est vrai que sur l'hydratation, on a beaucoup de soucis chez les sportifs, beaucoup de soucis chez les entraîneurs. Parce qu'il y a des entraîneurs qui ont un peu cette vision, je veux dire, à l'ancienne, où on va dire pendant l'entraînement, on ne boit pas, on est des durs, on n'a pas besoin de ça. Et en fait, on sait que ça augmente le risque de blessure, ça augmente beaucoup de choses. Donc moi, j'aime bien conseiller aux jeunes, au contraire, d'aller boire toutes les 20 minutes, 30 minutes, selon l'intensité de l'entraînement, ou à chaque pause, etc. De petites gorgées, mais régulièrement. Exactement. Toi, en tant que thérapeute, Oui. je veux dire, oui, on peut utiliser ce terme, est-ce que tu conseilles de boire de l'eau? Le jus de fruits, on a dit non. Oui. Ou une boisson isotonique qu'on a fait nous-mêmes, une boisson isotonique industrielle. Qu'est-ce que tu conseilles? Et si jamais c'est des boissons isotoniques, qu'est-ce que tu conseilles de mettre ou de regarder? Je cherche mon mot. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Oui, je comprends. Voilà, c'est pas très français, mais j'ai compris. C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. C'est vrai que le premier pilier de l'hydratation et la meilleure boisson que l'on peut apporter au corps, c'est l'eau. Il n'y a pas de secret. On est constitué à 70% d'eau. Donc, clairement, ce n'est pas du jus de fruits qu'on a à l'intérieur du corps. Donc, forcément, l'eau, très important d'avoir donc une hydratation optimale tout au long de la saison, tous les jours. Pas forcément en période juste d'entraînement ou de compétition. Et comme tu le disais, c'est une vision que je partage totalement, du fait de boire en petites gorgées souvent, plutôt que de boire une grande quantité d'eau d'un seul coup qui n'hydrate pas de façon optimale par rapport à prendre des petites gorgées. Donc l'eau, première hydratation la plus importante. Ensuite, en effet, on peut s'orienter vers d'autres boissons. Jus de fruits, on enlève, mais bien évidemment, il y a des boissons isotoniques où on va mettre des électrolytes, par exemple, à l'intérieur, qui peuvent être tout à fait intéressants pour les performances notamment. Je t'avoue que je suis pas trop pour les boissons que l'on nous propose sur le marché. Il y a beaucoup de sponsoring comme ça, où les sportifs se font sponsoriser par des grandes marques de boissons qui, selon moi, ne sont pas qualitatives. Très sucré. Exactement, très, très sucré. Et en fait, quand tu regardes derrière, parce que c'est important quand même de regarder un aliment et de voir ce qui le compose, parce que c'est ça aussi qui va faire la qualité de l'alimentation ou de l'hydratation, ou non d'ailleurs. Et donc, quand tu regardes derrière ces boissons-là, justement, il y a un pavé comme ça de liste d'ingrédients. Donc déjà, là, pour moi, ça ne va pas du tout parce que c'est un aliment qui est transformé. Et en plus de ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ajouts de synthèse non naturelle, des édulcorants, des arômes, des colorants aussi dans les boissons. Forcément, des fois, quand elles sont fluo, on s'imagine bien qu'elles ne peuvent pas être naturelles. Donc ça, pour moi, c'est à éviter.
à l'effort, pas à l'effort, c'est des boissons qui n'ont pas d'intérêt. Par contre, on peut tout à fait se créer sa boisson de l'effort à soi, qui peut être tout à fait qualitative, où il peut y avoir des bons produits quand même qui peuvent être présentés, proposés sur le marché. Je pense à une poudre d'électrolytes, justement, où il n'y a que des magnésium, potassium, sodium. Tu peux citer dessus. la marque si tu veux. Je ne veux pas faire de promotion de... Non, parce que je sais qu'il y a des entraîneurs justement qui cherchent ça, mais je pourrais à la limite te le donner. On le donnera en off. Ouais. Mais ça, c'est vrai que ça peut être pas mal à ajouter dans ces boissons, ou alors tout simplement faire des choses totalement naturelles. Ça, pour le coup, la naturopathie m'a aussi beaucoup aidé dedans, parce qu'on peut ajouter des infusions de plantes qui peuvent aider et à l'assimilation de l'eau, mais aussi à donner, par exemple, un coup de fouet, etc., à apporter beaucoup de nutriments. Là, par exemple, je pense à l'ortie. On ne pense pas, mais des infusions d'ortie, c'est une bombe énergétique au niveau des minéraux. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Et puis, il y a des choses comme l'eau de coco. C'est facile, si on aime ça, ça peut être très intéressant. Des jus de fruits, attention, totalement purs et 100%, soit que l'on fait à la maison sous forme de smoothie, soit que l'on achète. Alors, généralement, j'en trouve pas vraiment dans les supermarchés. Il y en a dans les magasins bio où c'est 100%. Et donc là, on peut ajouter, par exemple, un quart d'une bouteille d'eau, par exemple, où on en ajoute. Donc, c'est vraiment du pur jus. Et là, on ajoute à ça, par exemple, une pincée de sel de table de qualité, ou dans de l'eau de coco, de l'infusion de plantes, etc. Ça peut être des boissons qui peuvent être tout à fait intéressantes, mais qui doivent être testées à l'entraînement surtout, de par le goût et de par aussi les effets que ça va nous faire. Et puis, on me pose souvent la question de savoir si est-ce que c'est bien de boire de l'eau gazeuse après l'effort pour les minéraux, etc. C'est vrai que l'eau gazeuse peut avoir tout à fait ses bénéfices de par le fait qu'elle est très riche en minéraux, pour le coup. Mais elle peut causer des soucis digestifs au niveau des gaz qui sont présents. Et c'est vrai qu'après l'effort, le système digestif est plus sensible à ce qu'on va lui apporter. Parce que bien évidemment, on va dire que la majorité de l'énergie a été dans les organes qui ont été utilisés dans les muscles et non pas dans le système digestif. Donc faire attention à ce qu'on donne à son corps après l'effort. Et donc la plupart du temps, je conseille de dégazifier l'eau gazeuse pour garder les bénéfices et d'enlever ce qui peut poser souci au système digestif. Ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a une période... Ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, quand j'étais encore athlète, d'avoir des crampes, mais récurrentes au mollet. Mais à chaque entraînement, des crampes, mais vraiment violentes. J'étais allé voir mon médecin qui m'avait dit « fais une cure de ceinture ». Ah ouais. Donc d'eau gazeuse. Il m'avait expliqué pourquoi. Et en fait, moi, le goût de la ceinture avec le gaz, je détestais ça. Okay. Donc, je secouais ma bouteille et je la rouvrais tout doucement 2-3 fois pour être sûr de ne plus avoir le gaz. Et là, je pouvais la boire. Donc finalement, j'avais le bon geste sans le savoir. Exactement, t'as bien fait. Parce que ça, c'est un truc qui a vraiment fonctionné et que je conseille à pas mal de monde. C'était incroyable, en une semaine, plus rien. Alors que ça me gâchait vraiment tous mes entraînements. Mais c'est vrai que les crampes, c'est généralement lié à une déshydratation, tout à fait. Donc, t'as eu les bons gestes. Et un bon médecin. Exact. J'en remercie d'ailleurs. Et on parlait aussi de prise de décision. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et approfondir le sujet ? Oui. Qu'est-ce qui faisait que l'alimentation, qu'est-ce qui modifiait dans l'alimentation pour orienter la prise de décision et la faciliter dans les études que tu nous as citées, si tu t'en souviens? Alors, sinon, je les mettrai en lien dans l'article. Oui, mais je peux tout à fait t'envoyer les liens des études. Le documentaire qui en a beaucoup parlé, c'est un documentaire, comment ça s'appelle? C'est l'alimentation... je sais plus, nutrition cerveau de Arte qui a été fait, qui avait été basé sur toutes ces études et qui, là, pour le coup, donne vraiment tous les détails. En effet, on parle beaucoup, en fait, de l'alimentation et de son impact sur nos hormones, sur les neurones. Donc, c'est par rapport à ça, par rapport à la flore intestinale aussi. C'est quelque chose où l'on parle de plus en plus. Mais en effet, on a une flore intestinale qui est absolument...
grandiose à l'intérieur de notre système digestif. Et pour le coup, bien sûr, tous les aliments que l'on va apporter à cette flore intestinale va faire que ça va plus ou moins nourrir ou pas cette flore. Et donc, si forcément on apporte à son corps que de la malbouffe, je dirais, donc c'est des aliments qui sont riches en calories vides, qui apportent beaucoup d'acides gras, beaucoup de manque de nutriments de qualité, on va nourrir une flore qui va être justement corrélée à ces aliments-là. Donc l'alimentation a un impact forcément sur tout le reste, mais sur aussi ce qui constitue finalement aussi notre système digestif. Et par rapport à ça, cette flore peut plus ou moins aider aux transmissions des messages nerveux, aux neurones. Voilà, l'alimentation peut avoir tout à fait un impact sur ça, sur le fait de sécréter de la sérotonine, la dopamine, voilà, toutes ces substances-là qui vont avoir un impact aussi sur notre comportement, sur comment on se sent, sur la motivation, sur plein de choses que l'on ressent. Et donc, avoir une alimentation la plus qualitative possible, la plus riche possible en termes de micronutriments, fait que tous ces systèmes physiologiques-là vont pouvoir être impactés positivement et donc faire en sorte que le reste se passe bien. Ok. C'est vrai qu'on a tendance à oublier deux choses, c'est que la flore intestinale, c'est considéré comme le second cerveau. Tout à fait. Et l'autre chose, c'est que chaque molécule qui compose notre corps provient finalement de notre alimentation. Et au plus notre alimentation est, on va dire, dégueulasse, on peut même lui dire le mot, au plus notre corps le sera aussi. Ouais. Et on ne peut pas espérer performer avec un corps qui n'est pas en bonne santé, en bon état. Donc ça dépend de ce qu'on mange et de la qualité aussi de ce qu'on mange. Tout à fait. Comment est-ce que si jamais moi je suis sportif, alors je cite les sports de combat, mais il y a aussi en haltéro, il y a pas mal de sports comme ça, avec des catégories de poids. Oui. Comment est-ce que tu conseilles de gérer cette décision de dans quelle catégorie je dois être? Est-ce qu'il faut que je perde du poids? Si oui, jusqu'à quelle limite, plus ou moins? Si on peut donner une règle générale, je sais que tu n'aimes pas ça, mais pour que, voilà, dans le cas général, on puisse au moins comprendre. Et comment est-ce que je fais si jamais je dois passer à la catégorie supérieure ou inférieure? Comment est-ce que je peux gérer tout ça? C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça, c'est une grosse problématique dans les sports à catégorie de poids. Parce que la plupart du temps, les sportifs dans ces disciplines commettent des erreurs un petit peu importantes, enfin même très importantes, dans le fait que j'ai beaucoup de sportifs. Alors, surtout auparavant, parce que j'étais dans un centre de haute performance à Montréal qui accueillait énormément de boxeurs, notamment. Et donc, je voyais qu'ils mettaient en place des méthodes un peu de tout et n'importe quoi pour essayer, par exemple, de perdre du poids. Et ça, c'est vrai que c'est une erreur fondamentale que de dire, OK, par exemple, moi, il y a un sportif qui était venu me voir et qui m'avait dit je dois perdre un peu plus de 7 kilos en l'espace d'un peu moins de 4 semaines. Moi, il est large. J'ai pas du tout envie de t'accompagner là-dedans. J'ai été clairement. Je lui ai dit, pour moi, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, en fait, la perte de poids va entraîner un stress très important pour le corps, parce qu'elle est forcément liée à une restriction alimentaire, une restriction énergétique, qui fait que le corps se met un peu en état d'alerte. Qu'est-ce qui se passe s'il est en train de me priver ? Et donc, on peut avoir un catabolisme musculaire, une fonte musculaire, une perte dans son capital hydrique, perdre beaucoup d'eau, et on sait que c'est des piliers qui sont fondamentaux à la performance. Et donc, vient mettre finalement et les performances en jeu, mais aussi l'état de santé en fait, du sportif. Donc pour moi, c'est vraiment important d'aborder ça sur du long terme, dans le sens où si par exemple, il y a un petit peu de poids à perdre, déjà bien choisir sa catégorie de poids en fonction du poids que l'on fait, et puis aller sur du long terme, dans le sens où c'est vrai que les sports à catégorie de poids sont souvent liés à un régime alimentaire plus strict. Ça, on ne peut pas dire le contraire, parce qu'il faut vraiment respecter les chiffres pour le coup, tout en optimisant les performances à côté de ça. Donc, avoir une alimentation plus stricte au quotidien, ne pas soumettre son corps à une grande perte de poids dans un court terme, vraiment prendre large et puis faire les choses nécessaires en gardant des nutriments
essentiels, de qualité, c'est-à-dire en enlevant vraiment les nutriments qui ne sont pas indispensables pour la santé et pour les performances, et garder vraiment l'essentiel. Et puis, maintenir son hydratation, c'est très important. Je voyais beaucoup de sportifs, soit avec des K-Whey pour perdre énormément d'eau, des sportifs qui faisaient des saunas 2 fois par jour, mais qui ne se réhydrataient pas ensuite pour perdre en eau aussi. Ça, pour moi, c'est aberrant. Je me dis, quand on sait les statistiques justement d'une déshydratation et des pertes cognitives et physiques, on peut, selon moi, difficilement performer de façon optimale après, quand on est déshydraté et quand on n'a plus les nutriments essentiels. Donc ça, c'est important, mais c'est vrai qu'avoir une alimentation donc la plus stricte possible, mais qui apporte l'essentiel. Et puis après, la pesée, se réhydrater. Tu parlais tout à l'heure des BN. Je pense que c'est bien pour sa récupération mentale et pour lui donner un petit coup de boost mental. Mais pour le corps, il y a mieux. Donc, ne pas hésiter à avoir une bonne réhydratation. On peut tout à fait utiliser aussi des boissons, là, comme tu vois, comme on a dit tout à l'heure, avec présence d'électrolytes. Mais aussi revenir à des aliments qui vont vraiment apporter donc, des micronutriments. Je pense aux protéines, mais je pense aussi aux fruits qui vont apporter des minéraux. C'est vrai qu'il y a un fruit, selon moi, qui est quand même incroyable, c'est la banane. Pour le coup, ça, c'est pas une idée reçue. C'est vrai que la banane, elle est quand même... c'est un très bon fruit pour le sportif parce qu'elle apporte des glucides, enfin des sucres de qualité, beaucoup de potassium aussi, notamment. Enfin, voilà, des micronutriments qui sont essentiels à la performance, ou encore des fruits aussi qui sont riches en antioxydants et peu caloriques, hein, qui sont très hydratants, comme... par exemple, les myrtilles, tout ce qui est baie. Tout ce qui est baie, les fruits rouges. Ça aussi, c'est des super aliments, clairement, qui vont pouvoir nous permettre de réhydrater, de nous apporter plein d'antioxydants qui sont très importants pour les performances ensuite. Et puis, voilà. C'est vrai que la plupart du temps, je crois que c'est quoi ? C'est 24 heures la pesée Alors, ça dépend des sports et ça dépend des niveaux. Ok. Il y a des sports de combat. Alors, c'est généralement dans les niveaux amateurs. Tu vas avoir la pesée le matin même de la compétition, ou si tu as ta compétition l'après-midi, c'est en 11h. Et tu combats 1 heure où tu tires en haltéro ou en force athlétique, 1 heure ou 2 après ta pesée. Sur des compétitions internationales, généralement, maintenant, la pesée est la veille, mais tu as des pesées de contrôle le lendemain pour être sûr que tu n'as pas repris X% de ton poids. Donc là, ça dépend vraiment des sports. Okay. Alors, il y a des sports qui l'ont mis en place, d'autres non. Okay. Et donc, est-ce que si la pesée... Et 24 heures avant, est-ce que les cuttings hydriques, ça a son intérêt ou pas, d'après toi ? C'est sûr que ça dépend en effet du temps de la pesée, autant sur l'hydratation que sur l'alimentation par rapport à ce qu'on fait après. Mais dans tous les cas, il faut faire, bien sûr, En fait, c'est ça aussi, c'est que le fait d'appréhender une alimentation, une hydratation sur le long terme fait que quand il y a la pesée, il n'y a pas vraiment de... On ne va pas reprendre 4 kilos le lendemain, puisqu'on sait qu'on maintient finalement les habitudes. Ça se fait. Tu l'as expérimenté ? Oui, sur moi, sur des athlètes. Ouais. Et 4 kilos, voire même beaucoup plus. Oh, c'est énorme. Ouais. Mais là, c'est parce que le sportif, il s'est desséché, quoi. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est de reprendre, en tout cas, par exemple, quand il y a 24 heures, de reprendre une alimentation... Moi, je dirais qui n'est pas différente de l'alimentation qui a été faite, par exemple, la veille ou encore les jours avant, mais qui vraiment vient se reposer sur des aliments essentiels. On peut, par exemple, prendre... je sais pas, pour te donner un exemple, on peut tout à fait se prendre un bol avec un petit peu de riz, une portion de riz, un filet d'huile d'olive, la viande blanche avant l'effort. Ça, pour le coup... Pas une idée reçue aussi, ça passe toujours bien, la viande blanche en repas de veille ou d'avant-compétition. Essayer de prendre des légumes que l'on absorbe bien, qui ne sont pas trop lourds. Et puis aller vraiment sur des petites portions, réadapter aussi le système digestif en fonction, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui se sont tellement restreints qui peuvent avoir aussi des répercussions digestives ensuite, forcément.
Donc ça, c'est plein de choses à prendre en compte. Mais laisser en tout cas les aliments, pour le coup, à calories vides, qui n'ont pas d'importance. Ce jour-là, on n'en veut pas. Et dans ce cas, moi, ce que je conseille aussi, surtout pour tous les sports d'ailleurs, c'est même après l'effort de ne pas être en repas de récupération, parce qu'après l'effort, le corps a besoin d'avoir attention, de repas de récupération mentale, je voulais dire. Le corps a besoin, justement, il est à l'affût de tout ce qu'on va lui apporter, donc avoir un repas qualitatif qui lui permet de bien répondre à tous ses besoins pour bien récupérer. Et par exemple, le lendemain, on est en off, on se fait plaisir, et là, ça va. Mais quand c'est près de l'effort, que ce soit avant ou après, on fait attention, ouais. Ok. Alors, je voulais poser une question, bien évidemment, je l'ai oublié. Mince. C'est ce que je parle. C'est toujours comme ça. Non, c'est que je suis déshydraté ou dénutri. Un peu d'eau, non? Non, je plaisante. Oui, sur les pertes hydriques, on sait que ça a un impact sur le cerveau et sur la performance sur le long terme. C'est-à-dire que ça crée des dommages au niveau des connexions neuronales. Alors, j'essaierai de retrouver l'étude et de la mettre dans l'article pour aller plus loin. Oui. On a vraiment des grosses lésions. Donc, quand j'ai un jeune ou un athlète qui, à force d'entraînement, a pris un petit peu de poids et n'arrive plus à tenir sa catégorie, oui. À quel moment, toi, tu lui dirais de passer à la catégorie supérieure? Est-ce que dès qu'il a dépassé d'1 kilo, c'est foutu? Ou est-ce qu'on attend d'avoir X% du poids ou d'avoir un mal-être? Qu'est-ce que tu conseillerais sur ce genre de cas? Non, on ne peut pas dire qu'au niveau d'1 kilo, c'est foutu. En fait, c'est quand... Moi, je suis beaucoup sur aussi le poids de forme et le poids naturel du corps. C'est-à-dire le poids vers le corps tend naturellement, sans faire d'effort, en mangeant, voilà, quel poids de corps fait-on? Et donc, se baser vraiment par rapport à ça. Quand il est vraiment difficile d'atteindre une catégorie de poids, c'est peut-être mieux de penser à la changer que d'être focus sur il faut que j'y arrive, alors que ça nous fait plus souffrir qu'autre chose. Donc, ça dépend vraiment des athlètes. Mais en effet, je pense que c'est quand il est vraiment difficile en fait, d'atteindre un certain poids, de diminuer sur un certain poids, qu'il est nécessaire de revoir ça. Si, en tout cas, l'alimentation, enfin, tout a été fait pour que l'alimentation, l'hydratation soit adaptée à un maximum. Ouais. Okay. Ça dépend. Ok. Je cite un exemple, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi là-dessus. Oui. Je viens du monde du judo, on retrouve à peu près pareil sur la boxe, sur beaucoup de sports à catégorie de poids, où quand on a été performant dans une catégorie donnée, on a peur de passer à celle au-dessus, ou parfois sur celle en dessous. Celle en dessous, on le voit plus souvent chez les femmes, qui vont avoir une masse grasse plus importante, et qui, en diminuant cette masse grasse de manière continue, vont descendre de catégorie. Chez les gars, j'ai pas d'exemple, en tout cas dans mon entourage, dans mes connaissances. C'est plus souvent l'inverse, où on va monter de catégorie parce que la masse musculaire monte au fur et à mesure. Les judokas russes au JO de Londres, sachant qu'en judo, on te dit il faut toujours perdre du poids, sinon tu ne seras pas performant. Et donc, les judokas russes ont mis en place une stratégie autour de la nutrition pour qu'aucun athlète international qui a fait les Jeux n'ait besoin de faire de régime. Sur le papier, avec les idées reçues, tout le monde se disait ils vont dans le mur. Première nation olympique. Première fois qu'une autre nation que le Japon passait première nation olympique. Donc, révolution dans le monde du judo. On a vu des athlètes suite à ça, et je pense à certaines athlètes françaises, je ne citerai pas de nom, qui ont revu complètement leur stratégie autour de la nutrition, c'est-à-dire plus de régime et maintenir un système, comme tu l'as dit. Ces athlètes-là n'ont jamais été aussi performantes qu'elles le sont encore aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. Donc, je donne un petit conseil aux entraîneurs, je me permets. Essayez d'optimiser la nutrition de vos athlètes pour éviter des gros régimes. Si on parle effectivement de 500 grammes, 1 kilo, tu sais qu'il n'y a pas de souci. Je donne un chiffre, c'est de mon expérience, tu me confirmes ou pas. Quand on dépasse à peu près 5% du poids de corps perdu, généralement on voit des pertes de performance assez importantes. C'est totalement empirique, j'ai pas d'études, mais vraiment sur le vécu qu'on a fait et le suivi des athlètes que j'ai eu, j'avais remarqué ça. Donc, est-ce que toi, tu penses que ce chiffre est pertinent? Est-ce que tu as peut-être toi observé d'autres choses? Oui, ça peut être tout à fait pertinent. C'est vrai qu'en fait, ça dépend aussi de là où on vient. Tu vois, si, imaginons, on a
j'allais dire, entre guillemets, du poids en trop et qu'on peut en perdre facilement en réadaptant son alimentation, c'est plus facile. Et là, il y aura un peu moins de... Enfin, il n'y aura pas de perte de performance. Mais en effet, si on a déjà un poids de forme qui est bien adapté à soi et qu'on doit perdre 5% de son poids, c'est important. Et encore plus sur un court terme, d'ailleurs. C'est surtout ça, en fait. Donc, en effet, pouvoir permettre de prendre ça sur du long terme, c'est essentiel. Et ça permettra au métabolisme, parce que c'est ça aussi, c'est que le métabolisme énergétique est, pour le coup, totalement déséquilibré dans ces moments-là. Et en plus de ça, on voit généralement qu'il y a ensuite des variations au niveau du poids du métabolisme où les gens ont du mal les sportifs ont du mal à être vraiment bien avec un poids qui soit stable tout au long de la saison, parce qu'il y a toujours des rectifications à faire. Et ça vient, pour moi, vraiment déséquilibrer ça, et donc forcément déséquilibrer les performances. Le fait, et ça dans tous les sports d'ailleurs, le fait d'avoir un poids qui est stable tout au long de la saison permet un métabolisme énergétique stable et donc des performances qui le sont plus aussi. Est-ce que quand tu prends en charge un sportif, quel que soit le sport, tu vas discuter avec l'entraîneur pour adapter la nutrition à la charge d'entraînement? C'est-à-dire que si j'ai un cycle d'entraînement très intensif, on sait que je vais devoir adapter ma nutrition et manger un peu plus parce que j'ai dépensé un peu plus, c'est logique. Est-ce que toi, tu discutes de ça avec les entraîneurs, avec les sportifs? Est-ce que tu le prends en charge ou pas? Comment est-ce que tu gères ça? Oui, alors ça m'arrive pas avec tous les sportifs d'être en contact avec les autres professionnels autour, mais quand ça m'arrive, je trouve que les résultats sont beaucoup plus optimaux, parce que le fait que tout le monde soit aussi dans un objectif commun, permettant aussi d'avoir... Je pense à un sportif avec lequel je suis en contact notamment avec le médecin du sport, qui me permet de donner sa vision, selon lui, de professionnel et de scientifique face aux performances, de comment le sportif se sent. C'est beaucoup plus facile pour rectifier les choses et pour adapter l'alimentation. Mais dans tous les cas, c'est forcément quelque chose qui va être pris en compte, que ce soit de part avec les professionnels qui sont à côté de lui ou avec le sportif. Généralement... Et là, ça va être d'ailleurs une grosse reprise, une grosse saison. C'est toujours l'été est toujours un moment où il y a beaucoup plus de travail. Pourquoi ? Parce que l'alimentation en période de préparation, par exemple, est différente que l'alimentation lors de la saison. Parce que les charges d'entraînement sont beaucoup plus importantes, qu'il peut y avoir les températures extérieures, le corps reprend, la fatigue, les besoins, les sudations, il y a plein de choses. Et donc forcément, là, l'alimentation doit être tout à fait adaptée aux charges d'entraînement. Plus la charge d'entraînement va être importante, plus l'alimentation doit pouvoir couvrir les besoins de cette charge au quotidien. Oui. Dans ces cas-là, tu augmentes juste la quantité, tu gardes plus ou moins les mêmes apports, ou est-ce que tu vas aussi ajouter d'autres apports? Comment tu gères? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, dans le sens où on peut augmenter les apports de par le fait que le sportif a plus de dépenses énergétiques, et donc on va lui permettre d'avoir aussi plus d'apports énergétiques. C'est logique finalement, mais aussi de changer un petit peu peut-être la qualité de certains aliments, aller plus vers des aliments qui sont très riches. Tu vois, par exemple, c'est des choses que je peux conseiller toute l'année, mais que je conseille notamment aussi en préparation, c'est les graines germées. Je ne sais pas si tu connais les graines germées. Oui, je connais bien. Pour moi, c'est un peu une bombe nutritionnelle parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à l'intérieur. Pour moi, c'est essentiel de pouvoir amener ce genre d'aliments dans la préparation physique. Alors, je te dis ça, mais en effet, je peux leur conseiller toute l'année de manger ça parce que c'est vraiment très important. Mais encore plus dans ces moments-là, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une alimentation très qualitative. Et on peut jouer aussi, c'est pas un automatisme, mais on peut aussi jouer sur les complémentations à ce moment-là, qui peuvent être très importante pour venir soutenir les performances et l'énergie du sportif. Généralement, je t'avoue qu'il y a très peu de préparation physique en début de saison que je fais où je ne conseille pas de compléments alimentaires. Parce que le corps revient de trêve sportive, il a vraiment besoin d'un coup de boost. Mais là, attention aussi, parce qu'il y a plein de choses sur le marché. Il faut aller vers des complémentations qui peuvent être tout à fait de qualité. D'abord déjà jouer sur l'alimentation naturelle, surtout. On ne doit pas apporter quelque chose qu'on n'a pas dans l'alimentation. Ça n'existe pas. L'alimentation vient créer la base et ensuite, c'est pour ça qu'on parle de
j'allais dire de supplémentation plus de complémentation, parce que ça vient pas complémenter, ça vient vraiment apporter un plus à l'alimentation qui est déjà très bonne. Et donc ça peut être sous forme de minéraux, ça peut être des acides gras, des antioxydants, des vitamines, ça peut être tout ça ensemble. On ajuste. Je mets les pieds dans le plat. La supplémentation en protéines, ouais. En poudre. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une bonne question. J'en pense que ça peut être intéressant. Parce que là, on parlait d'idées reçues. Ouais. On est en plein dedans. Alors, l'idée reçue pourrait être que c'est indispensable ou encore qu'il faut en consommer énormément, plusieurs fois par jour, tous les jours. Sinon, attention, je vais perdre ma masse musculaire. Ça, je l'ai déjà entendu. Non, pas du tout. Mais en effet, en fait, ce qui peut être tout à fait intéressant dans la whey protéine, pour le coup, c'est qu'elle est très vite assimilable par le corps. Et donc, forcément, quand on sort de l'effort, le corps, il est à l'affût de tout ce qu'on va lui apporter. Le fait de lui apporter des protéines de façon très rapidement, très rapide plutôt, permet de subvenir aux besoins, d'améliorer en fait le renouvellement cellulaire au niveau des fibres musculaires, de pouvoir les réparer, etc. Et donc d'avoir une récupération qui est meilleure. Donc je suis pour la complémentation en whey protéine, mais attention, ça a ses limites. Faut pas en prendre tout le temps n'importe comment, voilà. On peut en prendre notamment pour les entraînements qui sont intensifs, en préparation avant la saison aussi, par exemple, après des compétitions, après des matchs, quand on sait qu'on a beaucoup altéré ses fibres musculaires. Ça permet aussi de réhydrater, attention à ce qu'on met dedans. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien dire d'ajouter ça avec des fruits. Une banane, des fruits rouges, on en parlait tout à l'heure. Ça permet d'avoir un apport beaucoup plus complet, une collation, de réhydrater avec de l'eau, avec du lait végétal. Attention à voir comment on supporte tout ça, parce qu'aussi, il y a des sportifs qui n'arrivent pas du tout à prendre quelque chose après l'entraînement. Donc là, pour le coup, ça ne sert à rien de les forcer. On voit si c'est possible, mais ça peut être tout à fait aussi une solution, parce qu'on peut apporter une collation solide après un entraînement, mais il y a beaucoup de sportifs aussi qui ont du mal à manger. Donc là, ça peut être tout à fait, tu vois, une aide, une alternative, exactement, à prendre ça. Et c'est plus facile, c'est pratique en plus. Donc, Restons dans la protéine en poudre. Comment est-ce que, et dans les autres produits de supplémentation, comment est-ce que tu conseilles une marque ? Comment est-ce que tu choisis une marque pour tes sportifs? Est-ce que tu es en partenariat avec un labo parce que tu sais que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des marques blacklistées complètement? Moi, personnellement, j'en ai. Mais voilà, comment est-ce que tu fais pour choisir la qualité d'un produit pour une supplémentation? Alors, c'est vrai que ce soit au niveau protéines qu'au niveau complémentation de façon générale. En fait, c'est super important d'aller sur des produits les plus naturels possibles. Clairement, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai pas beaucoup de marques que je trouve excellentes. On est d'accord. Oui, c'est même très difficile à trouver, mais il y en a. Parce qu'il faut que le produit donc réponde à plusieurs critères. Le fait déjà qu'il soit 100% au niveau des whey protéines. Moi, mais quand je regarde en tout cas pour savoir si c'est bon, moi, je veux un ingrédient. J'en veux pas 50, j'en veux un. Il en faut un, de toute façon, il en faut pas plusieurs. Donc déjà, ça, c'est difficile parce que la plupart du temps, il y avait une marque que j'aimais bien, par exemple, je vais pas la citer, mais il y avait une marque française que j'aimais bien, que je conseillais un peu à mes sportifs. Et en fait, ce que je fais toujours, c'est que avant de conseiller un produit, que ce soit un complément ou quoi, je le teste moi aussi. Pourquoi ? Parce que c'est important de par la qualité, de par les qualités organoleptiques, est-ce qu'il est bon, à la texture, tout ça. Enfin, il y a plein de choses à tester. Donc, je me dis, voilà, je commence à le conseiller et puis je me dis, je vais le tester moi. En fait, c'est une marque qui se donne un peu une image éco-responsable. Finalement, elle ne l'était pas du tout. Je vois le carton énorme pour le petit truc, enfin, plein de trucs qui ne me plaisent pas. Et puis, en fait, je vois, et derrière certains produits, je n'avais pas vu auparavant, mais il y a des édulcorants. Bah, pour moi, ça, c'est blacklisté. Non, pas d'édulcorants, parce que on cherche un produit le plus naturel possible. On ne veut pas ramener, en fait, des produits transformés qui sont transformés pour le corps. Donc, 100%.
La législation française, sur ça, on a quand même beaucoup de chance. Parce que c'est vrai que quand on prend des produits français, on sait que derrière, on assure une certaine qualité du produit. Quand c'est des produits qui sont faits dans d'autres pays, dans d'autres continents, on peut tout à fait avoir des choses qui sont pas bonnes pour la santé et qui peuvent même être dopants. Attention à ça aussi. Alors, pas dans la whey, mais dans d'autres compléments alimentaires en tout cas. Il y a des compléments alimentaires, je fais juste une parenthèse, mais par exemple des brûle-graisses, où j'avais eu un échange comme ça avec un sportif qui avait fait une préparation en Amérique, qui avait pris des brûle-graisses avant la saison pour se stimuler un peu. Et en fait, il avait vu qu'il y avait des stéroïdes dans ces brûle-graisses, il n'avait pas... Voilà, donc c'est dopant. En France, c'est bien sûr interdit, mais quand on est dans d'autres pays ou qu'on prend des produits qui ne sont pas français, on peut tomber sur ce genre de choses. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, législation française. Donc, si c'est possible de prendre des produits français, c'est mieux, que ce soit pour les compléments alimentaires, pour la whey. Et puis voir en fonction. Par exemple, la whey, c'est vrai que moi, il y a un sportif qui me dit j'ai du mal à l'assimiler au niveau du corps. Je sens que ça crée une inflammation digestive. Alors là, dans ce cas, on peut aller vers soit de la whey sans lactose ou encore aller vers des produits véganes, c'est-à-dire issus uniquement de végétaux, des protéines de pois, par exemple. Et donc, de voir par rapport à ça si au niveau digestif, c'est mieux. Tout est à ajuster, mais en effet, et puis prendre aussi, faire attention, parce que la whey, c'est du petit lait, du lait, d'où viennent les animaux, où sont élevés ces animaux-là. Ça peut être de la whey française avec des aliments qui sont élevés à l'autre bout du monde. Ça aussi, on essaye d'éviter. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Mais pour être tout à fait honnête, je t'avoue qu'il y a 2 marques que j'ai en tête qui sont bonnes. Pour le reste... Compliqué. Ouais, très compliqué. Et puis, si on peut, le must du must, que ce soit au niveau de l'alimentation ou des complémentations, prendre du bio. Ça, c'est pas une idée reçue, mais c'est toujours mieux du bio. Ouais. Je suis entièrement d'accord. On discutera des 2 marques tout à l'heure. je veux savoir, je suis curieux. Avec plaisir. Parce que moi, j'en ai 2 aussi en tête. Okay. On verra si c'est les mêmes. Okay. Effectivement, ouais, donc, le problème de la whey, c'est souvent la qualité. Oui. Il y a pas mal de reportages qui te montrent un petit peu des grosses marques qui sont très mises en avant par certains influenceurs, parce qu'ils ont beaucoup d'argent à gagner grâce à ça, qui sont faits dans des labos, dans les pays de l'Est, dans des conditions mais infâmes. Et moi, j'ai testé sur des athlètes qui avaient ça avant. Oui. Ils disaient, mais je comprends pas, dès que je prends de la whey, je suis malade. Ah oui. Tu vois, et on a testé avec, justement, ces 2 marques. Plus de problèmes digestifs, plus de problèmes. Et il assimilait beaucoup mieux, des meilleures perfs. Je disais, bon, on tient quelque chose. Effectivement, ces 2 marques françaises, une qui est dans le sud de la France et une dans le sud-ouest, je crois. Ok. Donc, voilà, il n'y a pas de problème avec celle-là. Je suis intéressée aussi pour les connaître. On en discute en off. Mais ouais, carrément. Est-ce que tu as des conseils à donner sur des veilles de compétition ? Des types de repas, des types d'apports à prioriser ? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, selon peut-être aussi le type d'effort ? Oui. Ce qu'il faut aller chercher la veille d'une compétition ou le matin d'une compétition. Alors, c'est vrai que comme je le dis souvent, l'alimentation, c'est toute la saison. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, par exemple, de faire n'importe quoi toute la saison et de se dire, veille et jour de compétition, je fais attention. Il faut vraiment faire toujours la même chose et faire attention tout le temps. La veille d'une compétition, donc ça va dépendre bien sûr dans quel sport. C'est vrai qu'on essaie en fait de maintenir bien les bases et de préparer le corps du coup à l'effort. On essaie d'éviter les repas, mais ça c'est du bon sens aussi, que ce soit la veille ou le jour de l'effort, les repas à calories vides, les repas trop copieux qui induisent une digestion qui est importante. On a vu par exemple que digérer des frites pouvait mettre des fois 5 à 8 heures. Excuse-moi, mais ça c'est super important de le prendre en compte et de se dire, c'est des aliments... Donc plus de McDo la veille d'une compétition, putain, je suis déçu. Mince. Là. Ah là là. Donc c'est des aliments que l'on digère bien, ça c'est important. Et c'est pareil aussi, je prends l'exemple des frites, mais ça peut être en fait un exemple des choux par exemple, même les légumes. Pas parce que c'est un légume qu'on va bien le digérer et que c'est forcément bon de le prendre. Un légume qui est trop fibreux
qu'on va avoir du mal à digérer, et c'est à proscrire avant l'effort ou en veille d'effort. Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir un apport qui va permettre au corps de bien digérer et d'avoir l'énergie nécessaire. On ne teste jamais rien de nouveau la veille de la compétition. C'est vrai que c'est important, alors que ce soit au niveau des frites, comme je le disais, ou des légumes, il faut quelque chose que l'on digère rapidement. Ce qui est important, c'est quand même, selon moi, de permettre au corps de refaire son stock en glycogène sans pour autant l'alourdir. Donc aller vers des féculents de qualité. On parle de féculents à index glycémique bas. Pourquoi l'index glycémique? C'est une notion qui est très importante pour le sportif, parce qu'en fait, c'est le pouvoir qu'un aliment, notamment riche en glucides, a à faire ou non varier le taux de sucre dans le sang. Et donc, c'est vrai que pour avoir finalement un apport en énergie qualitatif qui permet de bien répondre aux besoins, c'est bien d'aller vers des index glycémiques bas en veille d'effort. Donc, par exemple, on peut aller vers des choses qui peuvent être semi-complètes si on les digère bien. Sinon, le riz, prendre tout simplement du riz basmati au lieu de prendre un autre riz. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'index glycémique du riz basmati est plus bas que les autres. C'est un exemple. Vers, par exemple, du quinoa, où on se dit quinoa qui a un très bon index glycémique et qui, en plus de ça, est riche en protéines végétales. C'est des exemples. Si on hésite, par exemple, entre de la pomme de terre ou de la patate douce, on va aller plus vers de la patate douce parce qu'elle est plus riche. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui, au final, quand on les connaît, c'est facile, mais il faut pouvoir les mettre en place parce qu'on a encore tendance à penser, et moi notamment qui suis avec beaucoup de footeux, ok, je vais manger pâtes et veille et jour de compétition parce qu'il n'y a que ça. Non, il y a plein d'autres choses qu'on peut expérimenter. Ah bon. Ça te surprend? Un petit peu, ouais. Au niveau des protéines, pareil, on va essayer d'être sur des protéines maigres. Donc, généralement, c'est vrai, viande blanche, toutes les viandes blanches, les poissons aussi peuvent être tout à fait intéressants. Poisson blanc notamment. Je réserverai plus le poisson gras en fin d'effort, de par ses richesses en acides gras essentiels permettant une action anti-inflammatoire. Bref. Et puis des légumes aussi. Alors, des légumes tout à fait intéressants, mais pour le coup, peut-être plus cuits que crus. Pourquoi? Parce qu'on a moins de difficultés à les digérer cuits que crus. Mais attention, cuisson, là aussi. Enfin, c'est une petite chose qui a pourtant son importance. Mais j'essaie de sensibiliser aussi un maximum les sportifs à la cuisson des aliments. Parce que la cuisson vient tellement dénaturer le produit que c'est pas parce qu'on va manger des légumes, je sais pas, du marché local super bon, etc., qu'on va cuire pendant 1 heure, qui vont perdre tout, qu'on va se dire c'est bon, j'ai bien mangé. Ben non, c'est dommage. Donc ça aussi, c'est des petites choses finalement à mettre en place dans son quotidien. Toujours bien s'hydrater. Ce qui est important aussi à prendre en compte, notamment donc la veille de la compétition, mais aussi à la compétition, c'est de bien respecter le temps de digestion avant l'effort, mais aussi avant le sommeil, qui est de 3 heures. Pour un repas normal d'ailleurs, et qui permet donc par exemple la veille de la compétition d'avoir une assimilation digestive optimale, donc de bien assimiler tous les nutriments présents dans l'alimentation, et aussi d'avoir un bon sommeil permettant la récupération totale pendant le sommeil, et non pas que pendant le sommeil la digestion doit encore se réaliser, etc. Et puis le jour de la compétition, donc c'est pareil par rapport à ça, par rapport à tous les conseils cités au niveau de ne pas tester de nouveaux aliments, etc., d'aller sur des aliments. Alors, quand on est dans un repas avant une compétition, on est plus vers quelque chose à IG bas, parce qu'il faut bien prendre en compte aussi le temps de digestion, et on a aussi besoin d'avoir de l'énergie pendant l'effort. Si par exemple on est sur une collation juste avant un effort sportif, c'est peut-être bien du coup d'aller vers des aliments avec des... Quand je dis IG, c'est bien index glycémique, des index glycémiques un peu plus hauts, moyens, permettant d'avoir directement des efforts. Là, par exemple, j'ai conseillé à une athlète justement de prendre une poignée de baies, notamment de myrtille, juste avant l'effort, parce qu'elle adore ça en plus de ça, permettant donc de lui apporter justement des glucides de qualité et des antioxydants, etc., de l'hydrater.
Pareil pour l'hydratation, on essaie de bien s'hydrater tout au long de la journée lors de la compétition. Toutes les 15 à 20 minutes, si c'est possible, en petites gorgées. Et puis, on s'oriente vers des boissons, du coup, de l'effort. Alors, soit des gazifiés, comme on le disait, soit avec des électrolytes à l'intérieur, à partir de 1h30 d'effort. Avant, ça ne sert à rien, c'est mieux de rester à l'eau. Ok, bon, super. On va passer aux questions de la fin. Quelle formation tu conseilles à un entraîneur ? Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était difficile d'aller chercher des informations parce qu'il y avait un petit peu de tout sur Internet. C'est vrai. Donc, quelle formation, quel type de formation tu conseilles à un entraîneur curieux autour de la nutrition d'aller ? Je pense que les DU en France sont assez qualitatifs quand même. Donc un DU nutrition du sportif, micronutrition, ça peut être tout à fait intéressant. Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai fait un bachelor en nutrition du sport. Est-ce que je conseille forcément de faire 3 ans et de faire cette formation-là pas spécifiquement. Mais je pense que les DU sont bien parce qu'ils sont quand même bien encadrés. Ils proposent des choses de qualité qui reposent sur des bases scientifiques. Il faut faire attention parce que moi, j'ai plein de promos sur mon profil Instagram de coach nutrition, formation en 1 semaine, 1 mois. Faut faire attention quand même avec tout ça. Les fondements, qui sont les intervenants, etc. Ouais. Ok. Si jamais tu en as, je les mettrai dans l'article. Comment est-ce qu'on peut choisir un nutritionniste ? Comment est-ce qu'on peut s'entourer d'un bon nutritionniste, d'un bon diététicien ? Quand je suis entraîneur, j'ai des athlètes, vers qui je les envoie et comment est-ce que je peux choisir la bonne personne ? Déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte par rapport à ça. Alors, dans un premier temps, je dirais aller vers quelqu'un qui nous a été peut-être conseillé de par un autre professionnel ou par un sportif. Il y a des professionnels de la nutrition qui sont plus ou moins axés vers des disciplines. Donc peut-être aller aussi choisir son nutritionniste par rapport à ça. Il y a des nutritionnistes qui s'occupent plus de certaines disciplines. Donc voir par rapport à ça. Et puis, en fonction de la personnalité aussi, parce que bien évidemment, pour que ça matche et pour que ça repose sur une histoire de confiance et sur du long terme, il faut que les personnalités soient adéquates. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon thérapeute, mais ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de complicité ou d'atome crochu avec le thérapeute. Ça, pour moi, ça me semble très important pour pouvoir bâtir une relation de confiance et ensuite des conseils et des nouvelles habitudes dans son quotidien par rapport à ça. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Je pense les connaissances, l'expérience, les spécialités. Moi, c'est vrai que par exemple, le fait que je sois naturopathe, ça vient aussi ouvrir les personnes qui ont envie d'avoir un suivi par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai notamment beaucoup de footballeurs, de basketteurs, mais j'ai d'autres collègues à moi qui sont spécialisés dans d'autres sports et je les oriente facilement vers ce genre de personnes-là. Ok, génial. Professionnels. Est-ce que tu as un livre à conseiller aux entraîneurs qui tournent sur la nutrition ? Des livres, il y en plusieurs. a plein. Il y en a plein des livres, je lis beaucoup en plus. En termes de nutrition, le dernier livre que j'avais acheté, c'était ma Bible de la naturopathie spéciale sportif, qui donne vraiment les bases de la naturopathie pour le sportif. Donc quand on s'y intéresse, c'est bien, que ce soit au niveau des méthodes de récupération, de l'alimentation, etc. C'est assez complet. Sinon, j'aime bien les livres que le docteur Jimmy Mohamed fait. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Et puis, il y a le livre aussi du professeur Jérôme Manetta, qui est un de mes professeurs quand j'étais en bachelor en nutrition, qui parle énormément de sportifs aussi, des bases, des besoins en micronutriments, comment les apporter, de toute la physiologie du sportif qui est importante. Il y en a plein quand même. Ça, c'est assez bien parce que je pense qu'il y a plein de bons livres intéressants par rapport à la nutrition du sportif. Ouais. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ? Un mot de la fin ? Un mot de la fin. Merci à toi.
Et puis, j'espère que ça va aller en évoluant et qu'on va de plus en plus pouvoir sensibiliser et éduquer les sportifs sur toute leur préparation invisible, qui est, selon moi, vraiment essentielle pour performer sur du long terme et être en santé. Gladys, merci. Avec plaisir. Merci.